À ce mariage, tout le monde dansait, sauf l'homme qui, autrefois, avait fait s'agenouiller toute une ville au simple son de son nom. Ce soir-là, il se contentait d'observer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, l'explosion n'avait pas seulement brisé sa colonne vertébrale, elle avait anéanti son empire. Des lustres de cristal illuminaient la grande salle de bal du plaza. Les vases s'amplifiaient tandis que les couples glissaient sous la lumière dorée. Les costumes noirs se déplaçaient avec élégance. Les robes blanches virevoltaient comme des fantômes de soie, et les coupes de champagne s'entrechoquaient, composant le tableau parfait de la joie. Mais au sein de ce tableau, il y avait une silhouette qui n'avait pas sa place. Au milieu d'inconnus, un homme était assis, immobile, à la table VIP centrale. Le nom d'Easton Mercer faisait autrefois trembler tous les réseaux clandestins, de New York à Chicago. Il n'était pas seulement puissant. C'était le genre d'homme qui contrôlait des quartiers entiers depuis l'ombre, le plus jeune patron à avoir jamais dirigé l'Empire Mercer. Une dynastie bâtie sur le sang, la loyauté et des milliards blanchis via l'immobilier légal. Mais ce soir, toute cette gloire impitoyable était éclipsée par le fauteuil roulant en chrome froid sous lui. Easton était assis, raide, dans son smoking noir taillé à la perfection, une cravate en satin nouée avec précision contre sa gorge, ses yeux gris acier scrutant la foule comme un prédateur qui aurait perdu ses crocs. Mais ses yeux ne reflétaient aucune joie. Ils reflétaient la distance, comme s'il était piégé derrière une vitre par balle, regardant le monde faire la fête sans lui. Il avait autrefois été au centre de tout cela. Un homme dont le murmure pouvait mettre fin à des carrières, dont la poignée de main scellait des destins, dont la présence dans une pièce faisait transpirer les hommes de pouvoir. Mais depuis la tentative d'assassinat, il y a 2 ans, tout s'était effondré. Une voiture piégée qui lui était destinée, par une nuit pluvieuse, devant son club privé. L'explosion, l'odeur de l'essence brûlée, se réveiller dans un lit d'hôpital, des tubes dans les bras, et le silence là où ses jambes parlaient autrefois. Sa colonne vertébrale était endommagée, ses jambes étaient mortes pour toujours. Sa fiancée, Priscilla Kent, l'avait quitté dès que les médecins avaient rendu leur verdict, déposant sa bague de fiançailles sur la table de chevet et murmurant « Je n'ai pas signé pour une peine à perpétuité ». Ses alliés s'étaient évaporés. Les sous-chefs gardaient leur distance et son propre demi-frère, Grant Mercer, celui qui avait posé cette bombe, tournait désormais autour de lui comme un vautour, murmurant à tous ses associés qu'Easton était fini. Et maintenant, à ce mariage, un mariage auquel il n'avait assisté que pour rappeler au milieu qu'il respirait encore. Il n'était rien de plus qu'un roi estropié, assis seul sur un trône que personne ne craignait plus. La coupe de champagne dans sa main restait intacte. Il ne prit même pas la peine d'y boire une gorgée. Les rires stridents provenant de la piste de danse ne faisaient qu'enfoncer le couteau plus profondément dans sa poitrine. Il songea avec amertume. Les gens viennent ici pour célébrer l'amour. Je suis venu ici pour leur rappeler que je suis toujours en vie. Et même ça ressemble à un mensonge. Les souvenirs lui revinrent en masse. Le parfum de Priscilla qui persistait encore sur la bague qu'elle avait laissée derrière elle. Le cliquetis de ses talons s'estompant dans le couloir de l'hôpital. La porte se refermant avec un bruit plus doux qu'un coup de feu, mais bien plus mortel. Il était resté seul, tout comme maintenant. La musique se transformant en une douce ballade. Les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Même le vieux sous-chef dans le coin prit la main de sa femme, les yeux pleins de tendresse derrière des décennies de violence. Toute la lumière brillait sur eux tandis que l'obscurité enveloppait Easton comme un linceul funéraire. Il se cala dans son fauteuil, les paupières à demi closes, rongé par l'insécurité, lui qui était autrefois redouté par des milliers de personnes et qui n'était plus aujourd'hui qu'un fardeau que le monde tolérait par vieux respect. Puis il entendit un rire différent des autres. Pas le rire retenu et calculé de l'élite, mais un rire vif, brut, authentique, de ceux qui transpercent l'air étouffant du pouvoir et de l'apparence comme une lame faite de soleil. Il ouvrit les yeux. À la dernière table, acculée contre le mur près de la porte de la cuisine, une jeune femme vêtue d'une simple robe bleu marine essayait de calmer un garçon agité. Le garçon s'était mis une serviette sur la tête, faisant semblant d'être un super-héros, puis avait éclaté d'un rire si fort qu'il avait fait se retourner tout le monde. La mère rit avec lui au lieu de le gronder. Son visage s'illumina d'une chaleur qui semblait presque illégale dans une salle pleine de sourires froids. À cet instant, Easton sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Il ne s'était pas rendu compte que son regard s'était attardé sur elle bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle n'était pas éblouissante comme Priscilla. Pas de maquillage chargé, pas de robe de créateur,
pas de diamant étouffant son cou. Mais ce sourire, cette chaleur obstinée et provocante, fit soudainement taire en lui le tumulte de la salle de bal. L'espace d'un instant fugace, il oublia qu'il était en fauteuil roulant. Il oublia même les murmures de pitié et de mépris qui tourbillonnaient autour de lui. Puis le garçon, âgé d'environ 6 ans, aux yeux verts sauvages, le désigna du doigt et s'écria « Maman, regarde, cet homme a le fauteuil le plus cool qui soit. » Toute la salle se retourna. Easton se figea. D'ordinaire, de tels mots le transperçaient comme des couteaux trempés dans la honte. Mais cette fois, au lieu de pitié, les yeux du garçon brillaient d'une admiration pure et sans filtre, celle qu'aucun adulte dans le monde d'Easton ne lui avait témoignée depuis des années. La mère rougit, essayant désespérément de faire taire son fils, mais elle éclata alors de rire, secouant la tête, s'abandonnant au magnifique chaos créé par son enfant. Son regard croisa celui d'Easton, chaleureux, sans ciller, n'ayant absolument pas peur de l'homme le plus dangereux de la pièce. Et en cette fraction de seconde, Easton Mercer, le roi sans trône, le loup piégé dans une cage de chrome et de roux, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 années brutales. Il ne se sentait pas seul. Avant d'aller plus loin, si des histoires comme celle-ci vous touchent, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à la nuit qui a tout changé. Le mariage scintillait comme un rêve somptueux, mais pour Colette Brennan, cela ressemblait davantage à un miroir qui amplifiait tout ce qu'elle n'avait pas. Elle était assise à la toute dernière table, près de la porte menant à la cuisine, d'où l'odeur de la nourriture s'échappait chaque fois qu'un serveur l'ouvrait. La robe bleu marine qu'elle portait lui avait été prêtée par une collègue du café. Elle était légèrement trop ample aux épaules, et chaque fois qu'elle bougeait, le tissu glissait un peu, comme pour lui rappeler qu'il ne lui appartenait pas, tout comme cette salle. Colette avait 27 ans, mais ses yeux bruns portaient déjà les marques de quelqu'un qui avait vécu 2 fois son âge. Chaque matin, elle se réveillait à 4h30, enfilait son tablier au petit café d'Arthur Avenue et préparait des lattes jusqu'à la fin du service du midi, puis passait la soirée à faire la vaisselle au restaurant d'en face, jusqu'à ce que ses mains rougissent à cause de l'eau chaude et du savon. Elle avait été invitée ici par Phoebe, la mariée, son ancienne camarade de classe des cours de littérature à l'université. Elles avaient autrefois partagé quelques livres et quelques séances d'études. Mais après l'obtention de leur diplôme, Phoebe s'était lancée dans une carrière fulgurante, tandis que Colette s'était lancée dans la lutte pour la survie d'une mère célibataire. L'invitation était arrivée tardivement, presque comme une idée de dernière minute, et Colette le savait. Elle balaya du regard la grande salle. Les tables près de la scène regorgeaient de robes de créateurs et de sourires raffinés, tandis que sa propre table ressemblait à une excuse discrète, comme pour dire « Nous ne savons pas vraiment où te placer ». Finn était assis à côté d'elle, les yeux verts écarquillés, absorbant tout ce qu'il voyait. Le petit garçon portait un minuscule costume acheté dans une friperie, quelque chose que Colette avait pu s'offrir en sautant le déjeuner pendant 3 jours. « Maman, cet endroit a l'air de sortir d'un film de conte de fées. Ce piano est tellement énorme, il doit appartenir au Père Noël. » Colette sourit et lui caressa les cheveux. « Oui, mais n'oublie pas de rester assis tranquille. On est des invités, pas les personnages principaux. » Finn posa son menton dans sa main et murmura avec le plus grand sérieux. « Je suis un super-héros secret. Je vais protéger la mariée contre les méchants. » « Quels méchants? Ceux qui ne laisseront pas la mariée manger le gâteau de mariage. » Colette faillit s'étouffer avec son jus d'orange. C'était Finn, la seule lueur dans sa vie sombre, car cette vie avait autrefois été si sombre qu'elle pensait ne plus jamais revoir la lumière du jour. Le jour de son propre mariage, 6 ans plus tôt, elle s'était tenue derrière un fin rideau dans une petite salle de réception. Enceinte de 7 mois, le ventre caché sous une robe empruntée à sa cousine, les mains agrippées fermement à un bouquet. La musique a commencé. Sa mère s'est penchée vers elle et lui a murmuré « Souris, ma chérie ». Puis Troy a disparu. Aucune explication en personne, aucun coup de fil, juste un mot froissé laissé sur la table de réception avec une ligne griffonnée qui disait « Je ne peux pas faire ça. Ne me cherche pas. » Elle resta là, le bouquet tombant par terre, la musique toujours en fond sonore. Et toute la salle la fixait d'un regard qu'elle n'oublierait jamais. Un mélange de pitié et de soulagement que cela ne leur arrive pas à eux. Après cela, tout a empiré. Elle a découvert que Troy avait 40 000 $ de dettes de jeu, contractées à leur nom commun, et les usuriers se souciaient pas de savoir qui avait signé les papiers. Ils sont venus frapper à la porte de son appartement à minuit, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, les coups faisant trembler les cloisons fines,
Des voix d'hommes grognant dehors, exigeant de l'argent. Elle s'est assise recroquevillée dans le coin sombre de la pièce, les deux bras enroulés autour de son ventre, se mordant la lèvre jusqu'au sang pour ne pas se crier. Sa famille lui a tourné le dos. La dernière fois que sa mère lui a parlé au téléphone, elle lui a dit « Tu as fait honte à toute la famille », puis elle a raccroché. Elle a donné naissance à Finn seule dans un hôpital public du Bronx, dans une chambre partagée avec 3 autres femmes. Personne pour lui tenir la main, personne pour lui rendre visite. L'infirmière posa le bébé au visage rouge sur sa poitrine et Colette pleura, non pas à cause de la douleur, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'elle n'était pas complètement seule. Depuis lors, Finn était la raison pour laquelle elle se levait chaque matin. Il y avait des nuits où elle le nourrissait d'abord, puis buvait de l'eau plate au lieu de dîner, s'allongeait l'estomac vide et se disait que demain serait meilleur. Parfois c'était vraiment le cas, parfois non, mais elle continuait d'avancer. À présent, assise à la dernière table de ce mariage somptueux, Colette se sentait familière avec cette position, toujours en marge, toujours observant depuis l'extérieur. Puis son regard s'arrêta sur la table VIP, au centre de la salle où un homme en fauteuil roulant était assis seul. Elle l'avait remarqué dès qu'elle était entrée. Il était difficile de ne pas le voir. Toute l'énergie de la salle semblait contourner cet homme comme l'eau contourne une pierre. Les hommes baissaient la tête en passant devant sa table. Les femmes jetaient un coup d'œil puis détournaient rapidement le regard. Et les serveurs évitaient sa table comme on évite un terrain interdit. Il y avait quelque chose de dangereux autour de lui. Colette pouvait le sentir grâce à l'instinct de quelqu'un qui avait autrefois vécu au milieu des menaces. Mais elle voyait aussi autre chose. Quelque chose que personne dans cette ville n'avait peut-être remarqué ou ne voulait remarquer. La solitude. Le même genre de solitude qu'elle connaissait bien. Celle qui, même au milieu d'une foule, restait invisible. Finn tira sur sa manche, la voix basse mais les yeux brillants. « Maman, pourquoi personne ne s'assoit avec lui? Peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise. Chérie, pourquoi ne se sentirait-il pas à l'aise? Il a la chaise la plus cool ici. » Le maître de cérémonie invita tout le monde sur la piste de danse. Les applaudissements montèrent, les pas se mirent en mouvement, les lumières tournoyèrent. Finn battait la mesure avec la musique, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers la table VIP. Puis il pencha la tête, d'une voix douce mais assurée. « Maman, je crois qu'il a besoin d'un partenaire de danse. » Les mots prononcés par Finn résonnaient sans cesse dans l'esprit de Colette, comme une cloche qui ne cessait de sonner. « Je crois qu'il a besoin d'une partenaire de danse. » Elle regarda son fils, puis la table VIP, où l'homme en fauteuil roulant était toujours assis, immobile, baigné dans la lumière dorée, telle une statue oubliée dans un musée. Une voix s'éleva en elle, tranchante et lucide. « Brennan, ne sois pas stupide. Que sais-tu de lui? Rien du tout, si ce n'est qu'il était assis à la table VIP centrale, entouré d'hommes au regard de prédateurs, et que l'homme debout derrière lui gardait une main dans la poche de sa veste de costume d'une manière que Colette avait vue assez souvent dans le Bronx pour savoir exactement ce que cela signifiait. Un inconnu, un milliardaire, dangereux. Elle n'avait pas sa place dans son entourage, tout comme elle n'avait sa place à aucune table de cette salle. Mais alors, la deuxième voix se fit entendre, plus douce mais plus forte, la voix qui l'avait maintenue debout ces 6 dernières années. Et alors? Un sourire ne coûte rien. Et peut-être qu'il sauvera quelqu'un. Finn tira sur sa manche, ses yeux verts brillants. « Maman, je parie qu'il sourira si tu lui parles. »« Tu paries quoi? »« Ma part de gâteau de mariage. » Colette éclata de rire. Elle regarda le verre de vin devant elle, encore à plus de la moitié plein, puis le souleva et en but une gorgée. Le goût acidulé du raisin se répandit sur sa langue. Une chaleur lui monta au visage, et son cœur se mit à battre au rythme de quelque chose à mi-chemin entre l'audace et la folie. « D'accord, murmura-t-elle. Un geste fou ne tuera personne, dit-elle en se levant. La robe empruntée, un peu trop ample aux épaules, glissa légèrement. Elle la remit en place, leva le menton et se mit à marcher. Ses talons tapaient doucement sur le parquet ciré, pas à pas, franchissant la distance entre la dernière table près de la porte de la cuisine et la table VIP centrale, franchissant la frontière invisible entre son monde et le sien. Des regards curieux la suivaient. Des chuchotements se propagèrent comme des ondulations. « Où va cette fille? Elle vient de la dernière table. Que fait-elle? » Bishop fut le premier à la remarquer. L'homme de 40 ans, au visage froid comme la pierre, qui s'était tenu derrière Easton toute la soirée, se pencha soudain légèrement en avant, sa main droite bougeant lentement à l'intérieur de sa veste de costume, ses doigts effleurant la crosse du pistolet caché à sa hanche,
les yeux rivés sur la jeune fille qui s'approchait. Mais Easton l'avait déjà vue, et il leva la main gauche, un simple petit geste, deux doigts s'abaissant, mais suffisamment pour que Bishop s'arrête immédiatement. Colette n'avait aucune idée de ce dont elle venait d'être épargnée. Elle s'arrêta devant Easton, se pencha légèrement en avant et, pour la première fois, le regarda de près, suffisamment près pour voir véritablement ses yeux gris, froids, sur la défensive, mais au plus profond desquels quelque chose brûlait très faiblement, comme des braises enfouies sous la cendre. Elle sourit, ses yeux bruns pétillants de malice, et demanda d'une voix douce mais ferme, « Voudrais-tu être mon cavalier ce soir? » La salle entière sembla se vider de son air. Les sous-chefs de la table voisine se figèrent, leurs verres de vin suspendus à mi-chemin de leur bouche. Personne ne parlait ainsi à Easton Mercer. Personne n'osait se tenir devant lui sans baisser la tête, sans demander la permission, sans trembler. Et pourtant, cette fille de la dernière table près de la porte de la cuisine, dans sa robe empruntée qui glissait sur ses épaules, se tenait là, souriante, demandant au plus puissant parrain de la salle s'il voulait être son cavalier. Easton la regarda. Il scruta ses yeux bruns à la recherche de ce qu'il connaissait trop bien depuis 2 ans. La pitié, ce regard condescendant que les gens essayaient de cacher, mais ne parvenaient jamais vraiment à dissimuler. Mais il n'était pas là. Dans ses yeux, il n'y avait qu'une lueur sincère et quelque chose qui ressemblait à un défi taquin, comme si elle l'invitait à un jeu dont elle seule connaissait. « Tu plaisantes ?» Sa voix était grave et rauque, empreinte de la méfiance profonde d'un homme qui avait été trahi trop souvent. Colette pencha la tête et eut un petit rire. « Peut-être. Mais si tu dis non, tu vas gâcher la plus belle entrée que j'ai faite de toute la soirée. » Le silence s'étira. 1 seconde, 2 secondes. Toute la salle de bal semblait retenir son souffle. Puis survint ce à quoi personne dans cette salle, pas même Bishop, pas même Easton, ne s'attendait. Il rit. C'était un son rauque, grave et maladroit, comme une vieille machine qui redémarre après des années d'inutilisation. Ce n'était pas fluide, ce n'était pas assuré, mais c'était authentique, et cela transforma tout son visage. Les traits rigides s'assouplirent, ses yeux gris s'illuminèrent soudainement comme un lac gelé captant son premier rayon de soleil. Bishop écarquilla les yeux. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où son patron avait ri, peut-être avant l'explosion, peut-être même bien avant cela. Easton leva les yeux vers elle, un léger sourire encore dessiné sur ses lèvres. « Très bien, Colette Brennan, » dit-elle rapidement, d'une voix enjouée, « ce soir, tu es ma cavalière. » Avant qu'il n'ait pu protester, elle avait déjà posé sa main sur l'accoudoir du fauteuil roulant, d'un geste naturel et léger, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « On y va? » Des murmures éclatèrent dans toute la salle, des regards stupéfaits, des lèvres entr'ouvertes, des murmures se propageant de table en table, comme une traînée de poudre. Et au milieu de tous ces regards, la jeune fille de la dernière table, près de la porte de la cuisine, dans sa robe empruntée qui glissait de ses épaules, poussa lentement le plus puissant parrain de la mafia new-yorkaise hors de l'ombre et vers la lumière de la piste de danse. Une lumière dorée se déversait sur la piste de danse comme une pluie tombante, tandis que Colette poussait le fauteuil roulant au centre du cercle de couple qui se déplaçaient ensemble dans les bras l'un de l'autre. Tout se passa en un seul instant. La musique sembla s'adoucir le temps d'un battement. Les couples les plus proches s'écartèrent, et des centaines de regards se tournèrent vers eux. Colette sentait chaque regard comme une aiguille. Certains étaient curieux, d'autres compatissants, d'autres encore porteurs d'une moquerie qu'ils ne prenaient même pas la peine de cacher. Une femme en robe rouge se pencha vers son mari et murmura quelque chose derrière son éventail. Ses lèvres se serrèrent pour retenir un rire. Un sous-chef, au bord de la piste, secoua lentement la tête, fixant Easton comme s'il était un lion dans l'arène d'un cirque. Colette vit tout cela, et elle s'en moquait. Elle garda la tête haute, le dos droit, les mains fermes sur les poignées du fauteuil roulant, puis se pencha près de l'oreille d'East, assez près pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Prête, Monsieur Mercer? » Easton serra les mâchoires, ses yeux gris balayant la foule autour d'eux, déchiffrant chaque regard qu'il connaissait par cœur depuis 2 ans. Prêt à être dévisagé comme un animal en cage? « Non, mauvaise question, » murmura Colette, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix. Prêt à devenir la star de cette piste de danse. La musique s'intensifia. Les valses laissèrent une place à quelque chose de plus vif, de plus rapide, comme si l'orchestre lui-même pouvait sentir l'événement inhabituel qui se déroulait au milieu de la piste. Et Colette commença. Elle fit tourner le fauteuil roulant sur un cercle complet, rapide et décisif, sa robe bleu marine virevoltant légèrement autour de ses genoux,
ses cheveux bruns captant la lumière sous les lustres de cristal. La foule retint son souffle. Easton agrippa les accoudoirs, le cœur battant plus fort, plus par surprise que par peur. « Tu essaies de me transformer en voiture de course? » « Non. » Colette jeta un coup d'œil en arrière, lui adressant un sourire éclatant, les yeux pétillants. « Tu es mon partenaire de danse, et ce fauteuil est la plus belle paire de jambes ici ce soir. » Elle poussa vers l'avant, le fauteuil roulant glissant sur le parquet ciré, puis recula, fit demi-tour et s'inclina légèrement, comme pour l'entraîner dans un tango. Eux seuls savaient danser. Easton sentait son corps bouger au rythme de la musique, non pas entraîné passivement, mais s'intégrant véritablement à la danse. Cette sensation lui était si étrangère qu'il faillit ne pas la reconnaître. Pendant des mois, il n'avait rien fait d'autre que rester assis sans bouger et regarder la vie défiler devant lui comme une rivière qu'il ne pourrait plus jamais toucher. Mais à présent, sous les mains de cette femme, il était au cœur de ce courant. Il bougeait, il était vivant. La réaction de la foule changeait à chaque seconde. Les chuchotements firent place au silence. Le silence fit place à des rires épars. Et ces petits rires se transformèrent en applaudissements épars. Les enfants applaudissaient. Les adultes se mirent à hocher la tête au rythme de la musique. Les premiers regards compatissants commencèrent à s'estomper, remplacés par la surprise, puis l'admiration, comme si toute la salle de bal assistait à quelque chose dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin. Puis un petit cri retentit, coupant court à tout. « Hé, monsieur, laisse-moi danser aussi. » Finn accourut depuis la dernière table, la serviette blanche nouée autour du cou, flottant comme la cape d'un super-héros. Ses yeux verts brillaient, ses petites chaussures claquaient sur le parquet. Il s'arrêta devant le fauteuil roulant et leva les yeux vers Easton, avec une expression qui ne trahissait aucune crainte ni d'hésitation, seulement l'excitation pure d'un enfant de 6 ans qui venait de trouver une nouvelle aventure. Easton rit, non pas ce rire rauque et maladroit de tout à l'heure, mais un vrai rire, profond, qui lui secouait la poitrine. Le genre de rire qu'il croyait avoir perdu avec ses jambes il y a 2 ans. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, petit? »« C'est facile, » déclara Finn avec une autorité solennelle, en grimpant derrière le fauteuil roulant, ses petites mains agrippant la poignée à côté de celle de Colette. « Je suis le moteur de secours. » La salle de bal éclata de rire. Des éclats de rire jaillirent de toutes parts. Pas des rires cruels, mais ceux qui surgissent face à quelque chose de trop beau, de trop inattendu, de trop réel dans une salle remplie de faux sourires. Colette fit semblant de soupirer et de se résigner, mais ses yeux brillaient. « Très bien, messieurs, montrons au monde entier comment nous dansons. » Et sous les lumières de cristal, la scène que personne n'oublierait jamais commença. Colette fit tournoyer le fauteuil roulant, ses cheveux virevoltant dans un arc. Finn cria « Vroom, vroom » derrière elle, ses petites jambes courant derrière le fauteuil comme des propulseurs de fusée. Easton rit et ne cessa de rire. Il rit jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent, sans savoir si c'était à cause des lumières ou de quelque chose d'autre qui montait dans sa poitrine. Les applaudissements se mirent à battre au rythme de la musique. Des acclamations retentirent. Les dernières strass de pitié disparurent enfin, remplacées par l'admiration, l'étonnement et quelque chose qui s'apparentait au respect. À cet instant, Easton comprit que Colette ne le voyait pas comme un PDG brisé, ne le voyait pas comme un parrain de la mafia abandonnée. À ses yeux, il était simplement un homme. Un homme capable de rire, capable d'apporter de la joie à un enfant, capable de vivre. Ce sentiment le frappa si fort qu'il lui serra la poitrine. La musique s'acheva sur une longue note soutenue. Colette arrêta le fauteuil roulant et s'inclina profondément dans une révérence de danseuse, ses cheveux bruns tombant sur son épaule. Finn ouvrit les bras aussi larges qu'il le pouvait et s'écria « Tada !» La salle de bal explosa en applaudissements. Easton regarda autour de lui, la bouche courbée en un sourire qu'il ne reconnaissait même pas lui-même, les yeux brillants d'une émotion dont il avait oublié le nom depuis longtemps. Le vrai bonheur. Il se tourna vers Colette, sa voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Merci, je ne me suis pas senti vivant depuis très longtemps. » Colette croisa son regard, chaleureux et doux, sans trace de pitié, sans trace de peur. « Tu n'es pas seulement vivant, Easton. Tu rayonnes au loin, adossé à un pilier de pierre près de l'entrée. » Bishop observait. L'homme de 40 ans au visage impassible se tenait parfaitement immobile, la main retirée depuis longtemps de sa veste de costume. Il regardait Easton rire au milieu de la piste de danse. Il regardait le petit garçon agitant une serviette comme un drapeau de victoire.
Il regardait la jeune fille dans sa robe empruntée qui glissait de ses épaules, s'inclinant devant la foule. Et pour la première fois depuis 2 ans, Bishop vit quelque chose changer dans les yeux gris de son patron, quelque chose qu'il croyait éteint à jamais depuis cette nuit de pluie et de bombes. Après la dernière salve d'applaudissements, la musique s'adoucit en un jazz léger, le genre de mélodie lente qui ressemblait à une longue respiration après une vague déferlante. La piste de danse se vida peu à peu tandis que les couples regagnaient leur table, les rires se mêlant au tintement des verres. Colette se pencha vers Easton, la voix basse. « Tu veux sortir dans le jardin, prendre l'air? Il y a des guirlandes lumineuses là-bas, et personne ne chuchote. » Easton la regarda, un léger sourire toujours accroché au coin de sa bouche. Ça a l'air paradisiaque. La porte latérale s'ouvrit et l'air nocturne s'engouffra, apportant avec lui l'odeur des feuilles humides et du jasmin. Un chemin de pierre menait au petit jardin de la place, où des guirlandes lumineuses couleur miel étaient suspendues d'une branche d'arbre à l'autre, projetant une lueur aussi douce que celle d'une bougie. Au loin, la musique et les rires continuaient de flotter vers eux. Mais ici, tout semblait plus doux, comme une couverture chaude jetée sur une longue journée. Colette marchait lentement, laissant le fauteuil roulant d'Easton rouler doucement le long du chemin de pierre. Finn courait devant, une main levée bien haut avec le cupcake qu'il venait de gagner à la table des desserts, déclarant fièrement « Je ne l'ai pas encore mangé. Je le garde pour quand j'aurai vraiment faim. » Puis il partit à la poursuite d'une luciole, le cupcake toujours brandi en l'air, poussant de petites cris chaque fois qu'il la manquait. Colette secoua la tête en souriant. « Mangeant la moitié maintenant. Garde l'autre moitié pour quand tu auras vraiment, vraiment faim. » Easton les regardait tous les deux et sentit quelque chose se dénouer en lui. Comme de l'eau souterraine s'infiltrant enfin à travers la terre sèche et craquelée après une sécheresse. Il y avait quelque chose de simple dans leur façon de vivre, comme si le bonheur n'était pas un luxe, mais simplement le fait de savoir comment couper un cupcake en deux et en rire. Ils s'arrêtèrent près d'un long banc en bois. Colette s'assit et leva le visage vers la brise, ses cheveux bruns s'élevant doucement. Easton roula près d'elle et pencha la tête en arrière pour regarder le ciel nocturne et ces nuages qui glissaient lentement. « Merci pour la danse, dit-il le premier, d'une voix plus grave et plus chaleureuse qu'à l'intérieur de la salle de bal. Ou peut-être devrais-je dire la glissade? » Il jeta un coup d'œil à ses roues et esquissa un sourire en coin. « Ce n'était rien. Je t'ai juste entraîné dans la fête à laquelle tu aurais dû appartenir dès le départ, » répondit Colette. Mais ses yeux bruns s'assombrirent. « C'est dur quand les gens te regardent comme si tu étais une histoire triste. » Easton resta silencieux un instant. La brise agita les cheveux à sa tempe et les guirlandes lumineuses au-dessus de leur tête se balançaient doucement. Puis il parla, non pas de l'explosion, ni de Priscilla. Ces choses appartenaient à la partie de sa mémoire qu'il avait soigneusement mise de côté. Il parla plutôt de ce qui s'était passé après. « Après tout ça, commença-t-il, je suis soudainement devenu une personne différente aux yeux de tout le monde. D'abord, les médecins ont parlé d'années de rééducation. La salle de rééducation sentait les appareils de musculation et les antiseptiques, les mêmes exercices encore et encore. Avant, je signais des contrats de plusieurs milliards de dollars. Et puis j'ai dû réapprendre à passer d'un fauteuil roulant à un lit sans tomber. » Il s'interrompit et prit une inspiration. Puis les messages arrivèrent. « Ça va? Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » Puis le silence. Je suppose que c'était logique. C'était moi qui les avais invités à la fête. Celui qu'ils avaient vu à la tête de la table quand je ne pouvais plus tenir debout. Peut-être ne savait-il pas non plus quelle place occuper dans ma vie. Il eut un petit rire, pas amer, juste fatigué. Ainsi, le centre de rééducation devint le seul endroit où je me rendais régulièrement. Et le silence. Il regardait dans l'obscurité entre les arbres. Le silence fait plus peur que les bombes. Colette se contentait d'écouter. Elle ne le réconfortait pas. Elle n'acquiesçait pas avec une sympathie de pacotille. Elle restait simplement assise là en silence, présente, et cela suffisait. Puis elle prit une inspiration, la voix prudente, choisissant chaque mot. Moi aussi j'ai été abandonné. Easton se tourna complètement vers elle, ses yeux gris fixes. Pas dans un accident, lors d'un mariage, mon propre mariage. Elle baissa les yeux vers ses mains, entrelaçant puis écartant ses doigts. Après la disparition de Troy, j'ai découvert qu'il avait 40 000 $ de dettes de jeu. Il avait emprunté à notre nom. Alors, les usuriers sont venus me chercher. Sa voix s'adoucit, mais chaque mot pesait comme du plomb. Ils sont arrivés à minuit, ont martelé la porte. J'étais enceinte de 8 mois, recroquevillée dans un coin d'une pièce sombre,
les deux bras autour de mon ventre, me mordant les lèvres pour ne pas crier. Des rires flottaient faiblement depuis la salle de bal. Mais ici, dans le petit jardin, l'air était pesant. Ma famille m'avait tourné le dos. Ma mère a dit que j'avais fait honte à toute la famille. J'ai accouché de Finn dans un hôpital public du Bronx, dans une chambre avec 3 autres femmes, et personne ne m'a tenu la main. Elle a levé les yeux et m'a adressé un sourire étrange, doux et douloureux. Il y avait des nuits où je nourrissais d'abord Finn, puis buvais de l'eau au lieu de dîner. Je m'allongeais l'estomac vide et me disais que demain serait meilleur. Le silence s'étirait entre eux. La brise apportait des effluves de jasmin et de terre humide. Quelque part à proximité, un grillon chantait. Colette regarda Easton et lui adressa un sourire tranquille, presque émerveillé. « C'est drôle, n'est-ce pas? Ce soir, tu étais assis seul à la table VIP et j'étais assise seule à la table près de la porte de la cuisine. Tous les deux abandonnés lors d'un mariage. » Easton rit, un rire fatigué derrière lequel se cachaient des larmes. « Je suis l'invité abandonné et toi, la mariée abandonnée. » Sa voix passa naturellement à un tu plus intime. Fini la distance de Mademoiselle Brennan, comme si leur histoire avait raccourci l'espace entre eux d'une manière que la politesse n'aurait jamais pu égaler. Le destin a un sens de l'humour cruel. Oui, Colette haussa les épaules. Si la vie était un film, ce serait le moment où le scénariste propulse 2 personnes dans le même coin tranquille pour qu'elles puissent respirer. Elle fit un clin d'œil utilisant la malice pour masquer la douleur qui lui piquait les yeux. Une inspiration brusque brisa le moment. Finn leva les yeux, la bouche pleine de miettes de gâteau, les yeux ronds et surpris. « Maman, j'ai mangé la part que je gardais. » Colette et East se regardèrent et éclatèrent de rire. Colette lui tendit une serviette et fit semblant de prendre un ton sévère. « Ce n'est pas grave. Quand on a vraiment, vraiment, vraiment faim, on mange le vent. »« Quel goût a le vent, maman? » demanda Finn avec le plus grand sérieux. « La liberté, » répondit Easton, et Finn acquiesça comme s'il venait de dire la chose la plus sage au monde. Ce moment de douceur s'évanouit. Colette se tourna vers Easton, la voix douce. « Tu sais, avant, je détestais les pièces trop éclairées. Elles amplifient tous les défauts. Mais ici, avec ces guirlandes lumineuses, tout ce que je vois, c'est un chemin assez éclairé pour continuer à marcher. » Easton effleura le rebord de sa roue, les doigts tremblant légèrement, comme s'il touchait quelque chose de fragile. « Et moi, murmura-t-il, pour la première fois depuis 2 ans, je n'ai pas peur de rentrer à l'intérieur, car je sais désormais qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui voit un homme, pas une tragédie. » Colette le regarda longuement, ses yeux bruns s'adoucissant lentement. « Je ne vois aucune tragédie, Easton. Je vois un homme qui redéfinit ce que signifie rester fort. Assis ou debout, cela t'appartient toujours. » Le vent tourna à nouveau, apportant le parfum du jasmin. De l'intérieur, le maître de cérémonie appela tout le monde vers la scène pour le lancer du bouquet. Finn bondit. « Maman, va attraper les fleurs pour Monsieur Easton. » Les 2 adultes rirent. « C'est une bonne idée, » dit Colette en tapotant l'épaule de son fils. « Mais je pense que Monsieur Easton a besoin d'un autre genre de fleurs. »« Quel genre? » demanda Finn. Easton réfléchit un instant, puis répondit, mi-sérieux, mi-plaisant. « Le genre qu'on ne lance pas. Le genre qu'on place dans la main de quelqu'un. » Tous les 3 se turent, laissant les mots reposer sous les guirlandes lumineuses. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était qu'une possibilité, et cela suffisait à réchauffer le cœur. « Rentrons, » dit Colette d'une voix douce mais ferme. « Nous sommes restés dehors assez longtemps. » Elle jeta un coup d'œil à Easton, soudain inquiète d'avoir choisi les mauvais mots, mais il sourit et secoua la tête pour la rassurer. « Oui, rentrons. Ce soir, je n'ai pas l'intention de rester assis seul à une table. » Finn courut devant, agitant le moule à cupcake vide comme un drapeau. Colette marchait derrière Easton, la main posée sur la poignée du fauteuil roulant, non pas pour le pousser, mais pour marcher à ses côtés. La porte s'ouvrit, la musique s'échappa, la lumière se posa sur leurs visages, et au milieu de cette foule, ils n'avaient plus l'air perdu. Quand ils entrèrent, Bishop se tenait déjà près de la porte. Il se pencha près de l'oreille d'Easton, la voix basse et impassible. « J'ai vérifié. Colette Brennan, 27 ans, travaille en 2 équipes. Son fils a 6 ans, une vieille dette due à un fiancé en fuite. Sa famille l'a renié. C'est clair. » Easton acquiesça sans rien dire, mais Bishop remarqua ce que son patron n'avait pas dit. Le mur qu'Easton avait érigé au cours des 2 dernières années, ce mur qu'aucune balle n'avait pu transpercer, avait commencé à se fissurer ce soir-là, et cette fissure avait la forme d'un sourire. Le lendemain matin, le monde reprit son rythme habituel.
Le petit café d'Arthur Avenue ouvrait à 6 heures. L'odeur du café torréfié se mêlait à la chaleur de la machine à expresso. Le ronronnement sourd du moulin, le tintement doux des cuillères contre des tasses en céramique. Colette enfila son tablier marron délavé. Ses cheveux étaient un relevé haut. Ses mains bougeaient rapidement, tandis qu'elle préparait un latte pour l'habitué, qui demandait toujours moins de mousse. Ses mains étaient encore un peu rougies par son service de plonge de la veille, mais son sourire était plus radieux que d'habitude. Elle ne savait pas pourquoi. Ou plutôt, elle le savait, mais n'osait pas l'admettre. Puis la porte du café s'ouvrit, et au lieu d'un client venant commander un café, un livreur de fleurs entra. Ses deux bras étaient enroulés autour d'un bouquet de roses rouges si énorme qu'il lui couvrait la moitié du visage. Des roses d'un rouge profond mêlées à du gypsophile, enveloppées dans de papier craft. Des tiges et des feuilles vertes jaillissant dans toutes les directions comme un buisson ambulant. Pour Colette Brennan, il s'éclaircit la gorge et tenta de jeter un œil à travers l'espace entre les fleurs. Tout le café se retourna pour regarder. Colette resta là, tenant toujours le pot à lait pour le latte, les yeux écarquillés. Elle posa la photo, prit le bouquet de ses mains légèrement tremblantes, puis en retira la petite carte glissée à l'intérieur. Une seule ligne de la part de l'homme à qui tu avais demandé d'être ton partenaire de danse au mariage. Pas de nom, pas de signature. Colette éclata de rire, surprise et émerveillée. Elle porta une main à sa bouche, mais il était trop tard pour s'arrêter. Ses joues rougirent comme si elle s'était tenue près d'un four. Du fond du café, Finn bondit de sa chaise, les yeux verts ronds comme des billes. Ça vient de l'homme en fauteuil roulant, n'est-ce pas, maman? Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il t'aimait bien. Tout le café éclata de rire. La femme habituée près de la fenêtre posa sa tasse de thé et applaudit. Son collègue à la machine à expresso laissa échapper un sifflement. Colette se dépêcha de poser le bouquet sur le comptoir et ébouriffa les cheveux de Finn, lui faisant signe de se taire de la bouche, tandis que ses yeux continuaient de sourire. Devant le café, garé discrètement à un demi-pâté de maison de là, un SUV noir était à l'arrêt, le moteur éteint. Bishop était à l'intérieur, le téléphone collé à l'oreille. Les fleurs avaient été livrées. Elle sourit. À l'autre bout du fil, dans le penthouse silencieux surplombant Manhattan, Easton Mercer était assis près de la baie vitrée, contemplant la ville sous le soleil matinal. Il ne dit pas un mot, mais Bishop perçut dans la voix de son patron quelque chose qu'il avait rarement entendu au cours des 2 dernières années, de l'agitation. Cet après-midi-là, après la fin de son service du matin, Colette ne pouvait toujours pas s'empêcher de jeter des coups d'œil au bouquet. Ses collègues la taquinaient. « Alors, tu y vas ce soir? » Un milliardaire en fauteuil roulant, plus romantique que dans les films. Colette rougit, mais finit par sortir son téléphone et envoyer un SMS au numéro inscrit sur la carte. « Je suis libre ce soir. »« Où veux-tu aller, Monsieur Mercer? » La réponse fut immédiate, comme s'il attendait déjà. « Un endroit où les roses ne seront pas écrasées par les talons hauts. Je passe te chercher à 19 heures. » Colette éclata de rire, incapable de cacher son excitation nerveuse. Le restaurant choisi par Easton n'était pas le genre d'endroit scintillant de lustre en cristal, mais un petit restaurant italien au bord de l'Hudson, avec des tables en bois brut, des bougies jaunes vacillantes et une guitare acoustique à la place d'un orchestre live. Pas de paparazzi, pas de table VIP, juste l'odeur de pizza cuite et le vent de la rivière qui s'engouffrait par la porte ouverte. Bishop et 2 gardes du corps étaient assis à une table à l'écart, plus en retrait, vêtus de costumes sombres, le visage impassible, faisant semblant d'être des clients, bien que leurs yeux ne quittassent jamais l'entrée. Easton était déjà à table lorsque Colette arriva, vêtue d'un simple costume noir, son fauteuil roulant approché de la table en bois. Mais ce soir-là, son regard était différent, moins sur la défensive, plus assuré, plus serein. « Tu es arrivé avant moi, » taquina Colette en s'asseyant. « Une habitude chez les hommes qui aiment contrôler, » répondit Easton, puis il haussa un sourcil. « Même si je pense avoir perdu le contrôle dès l'instant où j'ai accepté d'être ton partenaire de danse. » Colette rit. C'est un aveu rapide. Finn était assis à côté de sa mère, étudiant le menu avec l'expression grave d'un critique gastronomique. « Monsieur Easton devrait manger de la pizza. La pizza est plus facile à couper. C'est toi qui gères son dîner maintenant. » Colette regarda son fils. « Non, je suis l'entremetteuse, » répondit calmement Finn. « Si vous mangez tous les deux la même chose, vous vous entendrez mieux et tomberez plus facilement amoureux. » Easton faillit s'étouffer avec son vin. Il regarda Colette et la vit rougir et rire en même temps, les yeux brillants. «
À cet instant, il ne vit pas seulement une mère célibataire épuisée, mais une femme radieuse et captivante. Tout au long du dîner, Easton tenta de garder son masque de calme habituel, mais Colette ne cessait de percer chaque couche de son armure. « Envoyez-vous souvent des fleurs aux femmes ?» demanda-t-elle en coupant sa lasagne. « Non, répondit-il laconiquement. « Alors j'imagine que vous envoyez des chèques. » Easton leva les yeux, surpris, puis éclata de rire. « C'est vrai, et on me traite de pragmatique. Alors je préfère les fleurs, dit Colette doucement. Moins chères, mais plus sincères. » Easton s'arrêta, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Plus sincère, répéta-t-il à voix basse. J'avais oublié ce que ça faisait. Au milieu du dîner, le téléphone d'Easton vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil, un message de Bishop. « Grant a rencontré Petro ce soir sans ta permission. » La mâchoire d'Easton se crispa, les muscles de son cou se raidirent en un instant, et ses yeux gris s'assombrirent comme des nuages d'orage. Ses doigts se refermèrent sur le téléphone, et l'espace d'une seconde, Colette aperçut en lui quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle avait vaguement senti lors du mariage, mais qu'elle n'avait encore jamais regardé en face. Puis Easton éteignit l'écran. Il posa le téléphone face contre la table, leva les yeux et vit Colette qui l'observait, la tête légèrement penchée, ses yeux bruns calmes, mais ne manquant rien. Il ne s'expliqua pas. Elle ne demanda rien. Il regarda Finn, le petit garçon qui dessinait des formes avec de la sauce tomate dans son assiette, murmurant une histoire de super-héros à lui-même. Puis il reporta son regard sur Colette, sur son sourire, sur la lueur vacillante de la bougie dans ses yeux. Et pour la première fois de sa vie, Easton Mercer choisit cet instant plutôt que la lutte de pouvoir qui l'attendait derrière la porte. Mais l'obscurité était toujours là, à l'affût. Elle était toujours à l'affût. Le dîner se termina par un tiramisu sucré et délicat. Finn était maintenant somnolent, la tête appuyée contre l'épaule de sa mère, mais il parvint tout de même à murmurer avant de fermer les yeux. « Envoie encore des fleurs demain. Maman les aime vraiment beaucoup. » Les deux adultes rirent. Easton se pencha un peu plus près, sa voix suffisamment basse pour que seule Colette puisse l'entendre. « Si tu veux, je t'en enverrai tous les jours. » Colette croisa son regard, son cœur fit un bond, puis un autre, puis encore un autre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme une femme, et non plus seulement comme une mère célibataire épuisée, debout derrière un comptoir de café et un évier rempli de vaisselle. Et ce sentiment était à la fois doux et effrayant, car elle savait mieux que quiconque que les plus belles choses étaient généralement les plus fragiles. Le lendemain matin, Easton se réveilla dans un penthouse silencieux. Une pâle lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper la morosité oppressante qui pesait sur la pièce. Le téléphone sur sa table de chevet n'arrêtait pas de vibrer. « Bishop », dit-il d'une voix pressante. « Patron, la presse s'en empare ce matin. Vous devez vous tenir prêt. » Easton fronça les sourcils et ouvrit sa tablette. Le titre s'affichait en gros caractères sur l'écran. Le parrain en fauteuil roulant et la pauvre serveuse. Amour ou farce. En dessous, une photo de lui souriant sur la piste de danse aux côtés de Colette et Finn. Un moment qui, quelques heures plus tôt encore, avait été l'un des plus beaux qu'il ait jamais vécu, était désormais agrandi, découpé et déformé pour servir d'appât à une foule avide de scandales. Son rare sourire avait été transformé en preuve de faiblesse. L'innocence de Finn avait été accompagnée d'une légende moqueuse, et Colette, la fille dans la robe empruntée qui glissait sur ses épaules, avait été décrite comme une pauvre serveuse s'accrochant à un milliardaire handicapé. Easton resserra sa prise sur la tablette, chaque mot lui lacérant des blessures qui n'avaient pas cicatrisé. « Même le plus petit fragment de bonheur est transformé en plaisanterie, » dit-il d'une voix rauque. Mais ce n'était pas la presse qui l'effrayait. Ce qui lui glaçait le sang, c'était le rapport que Bishop lui avait envoyé juste après. Grant Mercer avait utilisé ces mêmes photos lors d'une réunion privée la veille au soir avec les sous-chefs. Il avait fait passer la photo d'Easton riant aux côtés de Colette, sa voix moqueuse résonnant dans la pièce. « Regardez-le, votre patron. Il ne tient même pas debout. Et maintenant, il se laisse mener par le bout du nez par une serveuse de café sur la piste de danse. Est-ce l'homme sur lequel vous voulez parier votre avenir? » Rire, murmure d'approbation. Bishop poursuivit, d'un ton neutre, mais chaque mot pesait comme du plomb. Grant rassemble des voix. Le conseil de famille se réunit dans 2 semaines. Il veut un vote de défiance et prévoit de vous évincer de la direction. Easton était assis, immobile, dans son fauteuil roulant, la tablette toujours allumée sur ses genoux. La lumière du matin baignait son visage, mais il avait l'impression d'être assis dans l'obscurité. Il n'avait pas peur de perdre le pouvoir.
Il avait déjà trop perdu. Ses jambes, sa fiancée, la confiance de ses alliés. Perdre la place à la tête de la table ne serait qu'une chose de plus, mais il y avait quelque chose qui lui faisait peur, quelque chose qui lui serrait la poitrine. Si Grant prenait le contrôle, Colette et Finn deviendraient des cibles. Dans son monde, les personnes que l'on aimait n'étaient pas une source de force, elles étaient une faiblesse fatale. Les ennemis ne l'attaquaient pas avec des balles, ils attaquaient en visant les personnes qui lui étaient chères. Et Easton savait que Grant le connaissait mieux que quiconque, car ils étaient de la même sang. Et dans le monde souterrain, le sang n'était pas synonyme de sécurité. Cela signifiait que le traître savait exactement où enfoncer le couteau pour causer la douleur la plus profonde. La décision fut prise rapidement, froidement, comme toutes les décisions qu'Easton avait jamais prises dans une salle de réunion sombre. Il devait éloigner Colette. Il devait mettre fin à tout ça avant que Grant ne puisse l'utiliser comme otage, comme une arme, comme un prix qu'il n'accepterait jamais de payer. Cet après-midi-là, le téléphone d'Easton s'alluma. Le nom de Colette apparut à l'écran, accompagné d'un message. « Finn veut aller se promener dans le parc. Tu veux venir? Il dit qu'il poussera ton fauteuil pour toi. » Easton fixa le message plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il imagina Finn courir à travers l'herbe, agitant une serviette en l'air, criant « Vroom! Vroom! » Il imagina Colette assise à proximité, ses yeux bruns et chaleureux riant de quelque chose que seuls eux deux comprenaient. Puis il imagina une photo d'eux prise en cachette depuis une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Il imagina Grant souriant en la regardant. Il décrocha le téléphone et répondit d'une voix qu'il détestait dès qu'il s'en servait. « Je suis occupé. Je te recontacterai plus tard. » 4 mots. Cœur, froid, claquant la porte qu'il avait lui-même ouverte la veille. À l'autre bout du fil, dans le café d'Arthur Avenue, Colette lut le message. Elle se tenait derrière le comptoir, vêtue de son tablier marron délavé. Le bouquet de roses rouges qu'il lui avait offert reposait toujours dans un vase en verre à côté de la machine à café. Elle relut ces 4 mots une fois, puis une autre. Puis elle reposa lentement le téléphone, comme si elle posait quelque chose qui était soudain devenu beaucoup plus lourd. Elle comprit tout de suite la distance dans son ton, le froid soudain sans avertissement, le retrait net comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue chez Troy quand il avait laissé son mot et disparu, chez sa mère quand elle avait raccroché pour la dernière fois, chez ses amis quand ils avaient cessé d'appeler. C'était la voix de ceux qui tournaient le dos, et Colette la détestait plus que tout au monde. Colette n'attendit pas le lendemain. Cette nuit-là même, après avoir relu ces 4 mots froids encore et encore, elle frappa à la porte de son voisin, y laissa Finn à moitié endormi et serrant son oreiller, puis sortit dans la rue. Il faisait déjà nuit. Arthur Avenue était plus calme qu'elle ne l'avait été pendant la journée. Les lampadaires projetaient une lueur jaune sur le trottoir mouillé, et Colette prit un taxi en direction de Manhattan avec exactement la somme qu'elle avait réussi à économiser grâce au pourboire de la semaine. Elle ne savait pas exactement où se trouvait le penthouse d'Easton, mais la carte qui accompagnait les fleurs indiquait l'adresse de retour du fleuriste, et sa collègue du café avait passé suffisamment de temps sur Google pendant la pause déjeuner pour déterminer quel immeuble de l'Upper East Side appartenait à Mercer Holdings. Elle entra dans le hall, ses talons claquant sur le sol en pierre polie, et immédiatement 2 gardes du corps se placèrent devant elle. Des hommes imposants, au visage impassible, les bras croisés sur la poitrine comme 2 murs de béton en costume. « Vous n'êtes pas sur la liste. » Colette leva les yeux vers eux et ne recula pas. « Dites à M. Mercer que Colette Brennan veut le voir. » L'un d'eux décrocha son téléphone. Bishop écouta en silence, puis se connecta au système de sécurité. Sur l'écran de surveillance à l'intérieur du penthouse, Easton l'aperçut. Colette se tenait au milieu du hall en marbre, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, le tablier marron délavé remplacé par un vieux manteau, le menton hautement relevé, et dans ses yeux, il reconnut instantanément quelque chose. Pas de la peur, mais de la colère. Easton resta silencieux pendant 5 secondes, 10 secondes. Bishop se tenait à ses côtés, attendant, puis Easton prit la parole, d'une voix basse et fatiguée. « Faites-la monter. » Le penthouse était sombre, éclairé uniquement par la lueur de Manhattan au-delà des parois de verre, transformant la pièce en un immense aquarium submergé d'une lumière bleue et dorée. Easton était assis près de la baie vitrée, son fauteuil roulant tourné à demi vers la porte. La tablette posée sur ses genoux brillait encore des articles qu'il avait lus tant de fois durant la journée qu'il pouvait les réciter par cœur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Colette entra, et l'atmosphère de la pièce changea d'un seul coup, comme si quelqu'un venait de tendre un instrument à cordes
jusqu'au point de rupture. Elle croisa les bras sur sa poitrine, et ses yeux bruns n'étaient plus aussi chaleureux qu'ils l'avaient été la veille. Ils brûlaient. Alors, où suis-je censé me trouver exactement? Elle prit la parole la première, d'une voix calme, mais chaque mot était tranchant comme une lame. Assise dans un café à lire des gros titres bon marché et à faire semblant d'y croire, ou à attendre que tu me contactes plus tard, comme si j'étais un rendez-vous de travail que tu n'as pas encore réussi à caser dans ton emploi du temps. Easton ne détourna pas le regard. Il la fixait droit dans les yeux, et dans la pénombre, son visage semblait avoir été sculpté dans la pierre. « Tu ne comprends pas, Colette. Alors explique-moi. Mon monde n'est pas le tien. » Il s'interrompit, la mâchoire crispée. « Les gens qui m'entourent ne se contentent pas d'écrire des gros titres. Ils tuent des gens. Je ne parle pas par énigme. Je te dis la vérité. Mon demi-frère a placé la bombe dans ma voiture, et maintenant il fait tout ce qu'il peut pour prendre ma place. S'il sait que tu comptes pour moi, toi et Finn deviendrez des cibles. Je ne peux pas te laisser entrer dans ce monde. » Colette recula d'un demi-pas, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que, pour la première fois, elle voyait le tableau dans son ensemble, les hommes baissant la tête lorsqu'ils passaient près de lui au mariage. Bishop, la main toujours dans sa veste, le SUV noir garé devant le café. Ce n'était pas le monde d'un milliardaire. C'était le monde d'un homme assis sur une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Mais Colette Brennan ne s'enfuit pas. Elle avait déjà assez fui. Fuir la salle de mariage, fuir les usuriers, fuir la famille qui lui avait tourné le dos. Elle en avait assez de fuir. « Tu penses que je suis faible? » Sa voix tremblait, mais pas de peur, de colère. Mon fiancé s'est enfui et m'a laissé avec des dettes auprès d'usuriers. Ils ont martelé la porte de mon appartement à minuit alors que j'étais enceinte de 8 mois. J'ai accouché seule dans un hôpital public, sans personne pour me tenir la main. J'ai élevé mon fils de mes propres mains pendant 6 ans, et en cumulant 2 emplois, en passant des nuits à boire de l'eau au lieu de dîner. Elle s'avança d'un pas, chaque pas réduisant la distance entre leurs 2 mondes. Tu crois que quelques gros titres de tabloïd et quelques menaces vont me faire peur? Un silence s'installa, lourd comme du plomb. Les lumières de Manhattan scintillaient derrière la baie vitrée, indifférente à la bataille qui se déroulait dans la pièce. Colette prit une inspiration, et sa question suivante transperça toutes les couches de l'armure qu'East Mercer s'était forgée au cours de sa vie. « Tu veux me repousser? Très bien, mais sois honnête, Easton. Est-ce que tu me protèges ou est-ce que tu protèges ta propre fierté et ta peur? » Easton se figea, sa main se crispant sur le rebord de son fauteuil roulant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cette question n'avait pas besoin de réponse, car elle était déjà la réponse. Il voulait la protéger. C'était vrai. Mais au plus profond de lui, il avait peur. Peur qu'elle reste, puis qu'elle parte. Comme Priscilla, comme ses alliés, comme tout le monde. Alors il la repoussa le premier. Il a pris les devants avant de pouvoir être abandonné. Il a pris les devants avant de devoir entendre une autre porte claquer dans sa vie. Ses épaules tremblaient. Sa voix s'est brisée, si douce qu'elle ressemblait à peine à celle du plus puissant parrain de la mafia new-yorkaise. Elle ressemblait davantage à celle d'un homme fatigué, effrayé et solitaire, jusqu'au plus profond de lui-même. « J'ai peur, Colette. Peur de te perdre avant même de t'avoir vraiment eu. » Colette le regarda ses larges épaules tremblant sous le costume noir, regarda les yeux gris brillants d'une émotion qu'il essayait de ravaler. Et elle comprit. Elle comprit parce qu'elle avait elle aussi connu cette peur. Peur de faire confiance, peur de s'ouvrir, peur de laisser quelqu'un entrer pour le voir repartir aussitôt. Elle s'approcha, s'agenouilla devant le fauteuil roulant et lui prit la main. Sa main était petite, rugueuse à cause du savon et des manches de couteau de cuisine, mais sa poigne était ferme, sûre, inébranlable. « Alors ne me perds pas. C'est aussi simple que ça. » Easton baissa les yeux vers sa main, qui tenait la sienne, et pour la première fois, il s'autorisa à se montrer faible devant quelqu'un. Les larmes vinrent, non pas en torrent, mais en roulant doucement sur sa joue pour tomber sur le dos de leurs mains jointes. Pas des larmes de douleur physique comme dans la salle de rééducation, mais des larmes de peur qui se déposaient peu à peu dans la main de la femme qu'il avait failli chasser de sa vie. Devant la porte du penthouse, Bishop se tenait immobile, le dos contre le mur, le regard fixé droit devant lui. Il pouvait entendre le silence à l'intérieur, pas un silence glacial, mais le silence pesant de 2 personnes en voie de guérison. Il se détourna et fit semblant de consulter son téléphone. Colette quitta le penthouse vers minuit. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Easton resta où il était,
le regard perdu sur Manhattan. Mais ce soir-là, le ciel n'était plus fait uniquement d'obscurité. C'est alors que Bishop entra. Il ne dit rien, se contentant de poser une enveloppe brune sur la table devant Easton. Easton l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 photos prises sur le vif. Colette marchant main dans la main avec Finn sur le trottoir le long d'Arthur Avenue. Finn portant son sac d'école. Colette debout devant la porte du café. L'angle de prise de vue provenait d'une voiture garée de l'autre côté de la rue. Net, professionnel, délibéré. Pas de mots, pas de menaces. Seulement la signature qu'Easton reconnut immédiatement. Le style de Grant. Le message n'avait pas besoin d'être écrit. Je sais où se trouve ton point faible. Easton serra les mâchoires. La peur que Colette venait d'apaiser s'embrasa à nouveau. Mais cette fois, elle ne se transforma pas en recul. Elle se transforma en quelque chose de bien plus dangereux. L'instinct protecteur d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Renforcer la sécurité autour d'elle, dit-il d'une voix basse et froide. Chaque mot prononcé avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle peut savoir. Dans la salle de réunion du dernier étage de Mercer Holdings, la tension était si palpable qu'on aurait dit qu'elle allait se rompre d'un moment à l'autre. Une lumière froide se déversait du plafond sur la longue table en bois, et sur le grand écran s'affichait un rapport détaillé sur l'accord avec Kenji Hayashi, le chef Yakuza qui souhaitait ouvrir une ligne maritime via le port de Newark. C'était un projet valant des centaines de millions de dollars. Assez pour faire d'Easton une force que personne ne pourrait renverser, ou si en cas d'échec, de donner à Grant l'excuse dont il avait besoin pour l'achever dans la salle de réunion plutôt que dans la rue. L'un des associés de longue date, aux cheveux argentés et à bout de patience, posa ses 2 mains sur la table et prit la parole d'une voix grave. « Monsieur Mercer, les Japonais accordent de l'importance à la présence. Vous ne pouvez pas prendre l'avion pour Tokyo. Vous ne pouvez pas prendre part à leur rituel. C'est pour cela qu'ils hésitent. Nous ne pouvons pas laisser l'ensemble de la société être freiné à cause de votre État. » Le mot « État » resta suspendu dans l'air comme une balle qui n'avait pas encore explosé. Easton resta immobile, ses yeux gris se transformant en acier. Il pouvait sentir tous les regards dans la pièce. Certains approuvaient, d'autres attendaient de voir ce qui allait se passer. Personne n'était de son côté. Puis Bishop rompit le silence, sa voix aussi plate que la surface d'une table. La délégation Hayashi est à New York. Ils ont demandé un dîner privé avant de prendre leur décision. Il marqua une pause. Madame Yuki Hayashi apprécie l'ambiance familiale. Un compagnon qui sait créer de la chaleur pourrait changer l'issue. Son regard se porta vers Easton. Il n'avait pas besoin de prononcer le nom. Tous deux comprenaient. Le restaurant japonais au bord de la rivière dégageait une élégance tranquille. Des tatamis, des lanternes en papier diffusant une douce lueur, l'odeur de l'encens se mêlant à celle du thé vert dans l'air. Easton fit son entrée vêtu d'un costume noir, le visage calme, bien que sa mâchoire fût encore légèrement crispée. À ses côtés, Colette portait une simple robe crème, ni de créateur, ni ornée de bijoux, mais dégageant une grâce naturelle qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Bishop se pencha vers Easton alors qu'ils entraient. Mademoiselle Brennan pourrait aider à détendre l'atmosphère. Colette l'entendit et sourit. « Je ne suis là que pour les sushis, mais si sauver un empire est aussi au menu, alors je suis partante. » Easton laissa échapper un petit rire, le premier de la journée, et une partie de la tension quitta ses épaules. En bout de table, Kenji Hayashi était assis, le dos droit, le visage sévère d'un homme qui avait survécu à trop de négociations pour croire au sourire. À ses côtés, Yuki Hayashi observait de son regard perçant, plus chaleureux que celui de son mari. Les deux parties s'inclinèrent poliment. Le dîner commença dans un silence pesant. Easton exposa sa vision, sa stratégie, les chiffres, les avantages mutuels, d'une voix ferme et imperturbable. Mais Kenji était difficile à cerner, avare de mots, le regard perçant, jetant de temps à autre un coup d'œil vers sa femme et murmurant quelque chose en japonais. Son regard se posait sur le fauteuil roulant, puis revenait sur le visage d'Easton. Et Easton savait que même si l'homme ne le disait pas à voix haute, l'image d'un PDG en fauteuil roulant n'avait pas la force que son partenaire japonais avait attendue. Le sashimi arriva, de délicates tranches de poisson rose disposées sur de la glace. Colette prit ses baguettes et, avec la maladresse la plus sincère dont elle était capable, fit tomber une tranche de poisson directement dans le bol de sauce soja, éclaboussant la nappe de gouttelettes. « Oh non » dit-elle en riant, sans la moindre gêne. « Je m'entraîne depuis 3 semaines et je n'arrive toujours pas à maîtriser ces baguettes. »
Monsieur Hayashi, avez-vous un secret pour m'empêcher de transformer les sushis en soupe? Yuki rit, portant une main à sa bouche, les yeux brillants. Kenji regarda sa femme et, pour la première fois de la soirée, la sévérité de son visage s'adoucit. Mademoiselle Brennan, dit-il lentement, au Japon, nous pensons qu'il faut toute une vie pour vraiment maîtriser les baguettes. Vous êtes encore jeune. Vous avez tout le temps. Tout le monde rit. L'atmosphère se détendit aussi vite que la glace sous le soleil. Colette sourit, la voix chaleureuse mais ferme. Heureusement que je ne suis pas venu ici pour prouver que je sais me servir des baguettes. Je suis venu parce que je crois que cette entreprise et l'homme à mes côtés savent s'accrocher à ce qui compte vraiment. Elle regarda Easton, puis Kenji à nouveau. Pas les jambes, la vision. Ces mots tombèrent sur la table comme une pierre jetée dans l'eau calme, les ondulations se propageant lentement vers l'extérieur. Yuki se tourna vers son mari et lui murmura en japonais, d'un ton sincère. Kenji écouta, les yeux baissés vers sa tasse de thé, puis fit un hochement de tête si léger qu'il était presque impossible de le percevoir. Easton saisit ce moment, se penchant en avant pour expliquer les avantages mutuels d'une voix ferme, mais sans autoritarisme. Cette fois, Kenji écouta vraiment. Il ne jeta plus un regard vers le fauteuil roulant. Il regarda droit dans les yeux l'homme assis en face de lui. À la fin du repas, une fois le thé servi, Kenji posa sa tasse et parla lentement. Chaque mot pesait comme s'il avait été mesuré sur une balance d'or. Mercer Holdings a un dirigeant qui sait écouter et un allié qui sait instaurer la confiance. Je pense que nous pouvons signer. Easton s'inclina profondément. Arigato. Yuki se tourna vers Colette et lui adressa un sourire chaleureux. Merci d'avoir apporté de la chaleur à cette soirée. Debout derrière eux, Bishop laissa échapper un soupir de soulagement pour la première fois. Sur le chemin du retour, la ville défilait derrière les vitres, les lumières de l'Hudson dansant sur l'air ombre. Easton resta assis en silence pendant un long moment, puis se tourna vers Colette, la voix basse, avec une intonation qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. Une gratitude sans faire. Colette, sais-tu ce que tu viens de faire? Tu viens de sauver un empire. Colette le regarda et sourit, les réverbères projetant une traînée de lumière chaude sur sa joue à travers la vitre. Non, j'ai juste fait tomber un morceau de poisson. Easton rit plus légèrement qu'il ne l'avait fait à aucun moment au cours des 2 dernières années. Et alors qu'il la regardait pour la première fois, il ne se sentait pas comme un fardeau dans un jeu de pouvoir. Il vit une partenaire, quelqu'un capable de se tenir au milieu de son monde glacial et d'insuffler de la chaleur dans chaque fissure. La salle de kinésithérapie resplendissait sous les néons. Ce genre de luminosité crue qui ne cache rien. Ni la lueur de la sueur, ni la peur, ni l'échec. L'odeur d'antiseptique mêlée à la chaleur de l'huile de menthol piquait l'air, aussi familière à Easton que la poudre à canon l'était à ses sous-chefs. Les barres parallèles en acier s'étiraient le long de la pièce, polies, froides, en attente. La machine de musculation vrombissait régulièrement dans un coin. C'était le champ de bataille privé d'Easton Mercer. Le seul endroit où Bishop ne montait pas la garde, où il n'y avait pas de salle de réunion à présider, pas d'empire derrière lequel se cacher. Il n'y avait que lui, le fauteuil roulant et le corps qui l'avait trahi. Easton était assis au bord du fauteuil, les 2 mains agrippées au cadre en acier, la sueur perlant déjà à ses tempes, même s'il n'avait pas encore bougé. Le docteur Wade se tenait à ses côtés, grand, le visage grave mais patient, la voix calme comme celle d'un homme qui avait vu des centaines de personnes s'effondrer et se relever dans cette pièce. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous mettre debout. Pas de marcher, juste de vous tenir debout. Je suis juste là. Easton fit un petit signe de tête. Dans un coin de la pièce, Colette était assise sur une chaise en plastique, les 2 mains crispées sur ses genoux, le cœur battant à tout rompre. Elle avait vu Easton faire face à une salle de bal remplie de gens qui le regardaient de haut sans crier. Elle l'avait vu s'asseoir calmement face au plus puissant chef Yakuza de New York. Mais elle ne l'avait jamais vu ainsi. Ses yeux gris brûlants à la fois d'espoir et de peur, comme un homme se tenant devant une porte qu'il n'osait pas ouvrir. Prêt, dit le docteur Wade. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Easton poussa. Ses 2 bras dirigèrent toute leur force vers le bas, soulevant son corps hors du fauteuil roulant. Les muscles de ses épaules et de ses bras se tendirent et se contractèrent. Les veines saillirent le long de son cou. La sueur coulait sur le sol. Ses jambes restées immobiles pendant 2 ans, tremblèrent sous le poids, ses genoux se bloquant un instant comme s'ils se souvenaient soudainement de leur ancienne fonction. 1 seconde, 2 secondes. Colette retint son souffle.
Toute la pièce semblait figée dans cet instant suspendu entre miracle et catastrophe. Puis vint le choc. Les genoux d'Easton se dérobèrent et son corps s'effondra lourdement sur le sol. Ses deux genoux frappèrent le carrelage avec un bruit qui résonna dans toute la pièce. Ses mains touchèrent le sol elles aussi, mais elles tremblaient trop violemment pour le retenir. Son visage se déforma, sa respiration s'effronta en halètements saccadés comme celle d'un animal pris au piège. « Assez !» rugit Easton, sa voix fendant la pièce blanche. « Je n'y arrive pas. Je ne suis qu'une épave inutile dans ce maudit fauteuil. Tous mes efforts sont vains. » Le cri retentit puis s'éteignit, laissant derrière lui un silence plus pesant que le son lui-même. Le docteur Wade s'avança, mais Colette fut plus rapide. Elle courut depuis le coin de la pièce, tomba à genoux devant Easton et l'enlaça. Elle le serra fort contre elle sans hésiter, sans rien demander. Ses petits bras s'enroulèrent autour de ses larges épaules, tandis qu'il tremblait violemment. Easton tremblait dans ses bras, tout son corps secoué, non pas par le froid, mais par tout ce qui se tordait en lui à la fois. La rage contre ses jambes inutiles, le désespoir d'un homme qui avait autrefois détenu le pouvoir sur la vie et la mort, et qui ne pouvait désormais même plus se tenir debout tout seul, la douleur physique de ses deux genoux qui palpitaient contre le sol car l'effroi. Et Colette pleurait et riait en même temps d'une manière si étrange que le docteur Wade s'arrêta à mi-chemin. « Écoute-moi, Easton Mercer, dit-elle, la voix tremblante, les larmes coulant sur son visage. Et pourtant, elle souriait, le sourire le plus tenace qu'il eût jamais vu. Si tu restes en fauteuil roulant pour le reste de ta vie, je serai toujours là. Tu comprends? Je suis avec toi parce que tu es toi, pas à cause de tes jambes. » Elle le serra plus fort, la voix brisée, mais chaque mot clair comme un serment. « Mais si tu veux marcher, alors je marcherai avec toi. Pas à pas, lentement, ça va. Tomber, ça va. Je serai toujours là. Aucun effort n'est vain tant que tu continues d'essayer. » Silence. Rien d'autre que des respirations saccadées et des sanglots étouffés. Easton ferma les yeux. Et pour la première fois, il laissa couler ses larmes, non pas parce qu'il avait peur de perdre quelqu'un comme cela lui était arrivé cette nuit-là dans le penthouse, mais parce qu'il était furieux contre son propre corps, parce qu'il était impuissant face à une limite physique qu'aucun pouvoir, aucun argent, aucun empire ne pouvait racheter. Pour la première fois, il se laissa complètement s'effondrer. Pas devant ses ennemis, pas devant le conseil de famille, mais sur le sol carrelé et froid de la salle de thérapie, convaincu que quelqu'un le rattraperait. Ses larmes tombèrent dans les cheveux de Colette, trempèrent l'épaule de son chemisier, et il ne chercha plus à les cacher. « Tu es folle, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Oui, » murmura Colette en retour, riant à travers ses larmes. « La bonne sorte de folie, et je ne vais nulle part. » Le docteur Wade se détourna et se dirigea vers le coin de la pièce, faisant semblant de s'occuper du matériel. Il comprenait qu'il y avait des moments que la médecine ne pouvait pas atteindre, des moments que seuls les êtres humains pouvaient guérir les uns chez les autres. Il les laissa là, ensemble, sur le sol carrelé froid, entourés de l'odeur d'antiseptique et d'huile de menthol, dans un silence qui, pour la première fois, n'était pas effrayant. À l'extérieur de la salle de thérapie, Bishop se tenait adossé au mur, un stylo à la main, en train de signer l'accord de confidentialité que le docteur Wade avait préparé. Aucune information concernant le rétablissement d'Easton Mercer, qu'il s'agisse d'un mouvement de l'orteil ou d'une chute comme celle d'aujourd'hui, ne devait jamais sortir de cette pièce. Aucun sous-chef ne devait le savoir. Aucun journal ne devait en avoir le moindre soupçon. Et surtout, Grant Mercer ne devait jamais l'apprendre. Car dans le milieu, la faiblesse était une arme, et Easton avait déjà mis suffisamment d'armes entre les mains de ses ennemis. La grande salle de bal du Pierre sur la 5e avenue scintillait sous les lustres de cristal. La lumière se répandant sur les tables recouvertes d'un linge blanc immaculé, où des compositions de roses jaunes mêlées d'hortensia trônaient au centre de chacune, symbole de confiance et de gratitude. Ce soir, le nom d'Easton Mercer était associé à un gala de charité en faveur des enfants orphelins. Son premier événement public après des années passées à se soustraire au feu des projecteurs. Mais il ne s'agissait pas seulement de charité. C'était un coup sur l'échiquier. Bishop avait organisé chaque détail et la liste des invités comprenait des journalistes respectés, des donateurs importants et, surtout, les sous-chefs qui hésitaient encore entre Easton et Grant. Si Easton voulait conserver son trône, il devait montrer au monde entier, celui de la surface et celui qui vivait dans l'ombre, qu'il était toujours l'homme aux commandes. À une table près de la scène, Colette était assise à côté de Finn,
le petit garçon vêtu du petit costume qu'East lui avait acheté, le premier qui ne provenait pas d'une friperie. Finn regardait autour de lui de ses grands yeux verts. « Maman, tout le monde ici a l'air de sortir d'un film. Est-ce que je dois m'incliner? » Colette rit et redressa la minuscule cravate à son cou. « Non, mon chéri, contente-toi de sourire. Ton sourire rend tout le monde heureux. » Finn acquiesça solennellement, comme s'il s'agissait de la mission la plus importante de sa vie. Depuis l'entrée, Easton fit son apparition, vêtu d'un costume noir, le visage calme, mais Colette perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Ce que 2 années passées dans l'obscurité lui avaient appris à cacher à tout le monde, mais jamais à elle. Puis il les vit, Colette et Finn, assis là près de la scène, qui l'attendaient, et ses épaules se détendirent tandis qu'un léger sourire apparaissait. « Vous êtes venus, dit-il doucement, en roulant jusqu'à la table. « Bien sûr, répondit Colette, ses yeux bruns chaleureux et fermes. « C'est ta soirée. » Les lumières de la scène s'allumèrent, et le projecteur inonda de lumière le podium en bois. Easton s'avança, et le murmure dans la salle de bal s'estompa lentement jusqu'à disparaître complètement. Des centaines de regards se posèrent sur l'homme en fauteuil roulant sous la lueur blanche, et cette fois, ce n'était ni de la pitié ni de la moquerie, mais de l'attente. Easton balaya la foule du regard, prit une inspiration et commença à parler. « J'avais l'habitude de croire que lorsque mes jambes ne pourraient plus me porter, je n'aurais plus rien à offrir. » Sa voix était ferme et grave, chaque mot clair, mais pas froid. Elle véhiculait quelque chose que ces gens entendaient rarement de la part d'Easton Mercer, de la sincérité. Mais j'avais tort. Nous pouvons toujours donner avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre foi. Ce soir, je veux offrir cette foi à des enfants qui n'ont jamais eu le choix. Des applaudissements retentirent dans la salle comme le tonnerre, et les flashs des appareils photo crépitèrent parmi les rangées de journalistes. Puis une petite paire de pieds vint trottiner sur la scène. Finn, tout petit et courageux, accourut, saisit la main d'Easton, puis se mit sur la pointe des pieds et approcha le micro de sa bouche. « Bonjour tout le monde. » La voix claire du petit garçon résonna dans la salle de bal. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Finn. Je suis venu ici avec ma maman et mon papa aujourd'hui. » Toute la salle se figea, pas un bruit. Puis, comme si un barrage avait cédé, l'émotion submergea la salle. Certains se couvrirent la bouche. D'autres clignèrent des yeux avec force et rapidité. L'un des sous-chefs les plus redoutables de la salle se détourna et s'essuya le coin de l'œil avec le dos de sa main balafrée. La gorge d'Easton se serra. Personne dans sa vie ne l'avait jamais appelé papa. Pas Priscilla, qui n'avait vu que la bague et l'avenir ruinés. Pas Grant, qui n'avait vu que le fauteuil qu'il voulait voler. Mais ce petit garçon de 6 ans aux yeux verts et à la cravate légèrement de travers. Ce petit garçon qui s'était noué une serviette autour du cou et s'était qualifié de super-héros. Ce petit garçon qui avait qualifié son fauteuil roulant de fauteuil le plus cool de la salle. Easton posa une main sur l'épaule de Finn, et lorsqu'il prit la parole, sa voix était rauque et pleine, mais chaque mot résonna clairement. « Je suis fier d'être à tes côtés, et pas seulement aujourd'hui. » Puis il se tourna vers Colette, lui prit la main et parla assez fort pour que toute la salle l'entende. La famille ne se définit pas toujours par les liens du sang. Parfois, c'est un choix. Il regarda Colette puis Finn avant de se tourner à nouveau vers la foule. « Ce soir, je la choisis, elle et ce petit garçon. Ils sont ma famille. » Le silence dura le temps d'un battement de cœur, puis toute la salle de bal se leva. Une ovation debout, des applaudissements sans fin, des acclamations, des pleurs mêlés de rire. Les flashs des appareils photo crépitaient sans discontinuer. Et à une table au fond, près de l'entrée, Grant Mercer était assis, immobile. Son visage était devenu livide, et sa main serrait son verre de vin si fort que ses jointures étaient blanchies. Il était venu ce soir à la recherche de nouvelles munitions, de nouvelles preuves de la faiblesse d'Easton à présenter devant le conseil de famille. Au lieu de cela, il avait vu son jeune frère devenir un symbole d'humanité devant la presse, devant le public et devant les paravents même qu'il essayait de rallier à sa cause. Frapper East maintenant reviendrait à frapper l'homme qui venait de faire un don aux orphelins, l'homme qu'un garçon de 6 ans venait d'appeler « papa », devant des centaines de témoins et des dizaines de caméras. Ce n'était pas une balle, mais c'était plus efficace que n'importe quelle balle n'aurait pu l'être. Bishop se tenait au bord de la scène, les bras croisés sur la poitrine, et pour la première fois depuis 2 ans, il sourit. Ce rare sourire sur un visage qui ne montrait presque jamais d'émotion en disait plus long que n'importe quel mot. Son patron venait de remporter une bataille sans tirer une seule balle. Le café d'Arthur Avenue était fermé depuis des heures. Mais ce soir-là, les lumières étaient encore allumées.
Pas les lumières fluorescentes blanches et crues des équipes du matin, mais des guirlandes lumineuses couleur miel accrochées à la hâte du plafond jusqu'au comptoir. La même lueur qui avait envahi le jardin de la place lors de cette première nuit où ils s'étaient assis ensemble pour discuter. Colette n'avait aucune idée de qui les avait accrochés là, mais lorsqu'elle entra après son service du soir au restaurant, les cheveux encore légèrement humides de la vapeur de la cuisine, elle s'arrêta net sur le seuil. À l'intérieur, ses collègues du café se tenaient alignés de part et d'autre, un large sourire aux lèvres, les yeux brillants. Quelques vieux amis qu'elle croyait avoir perdus de vue étaient là, eux aussi, jetant un coup d'œil depuis derrière le comptoir des pâtisseries. Et au milieu de tout cela, sous le faisceau de lumière le plus chaleureux, était assis Easton Mercer dans son fauteuil roulant, vêtu d'un costume noir, tenant un bouquet, non pas de roses rouges comme la première fois, mais des fleurs blanches mêlées de gypsophile, le genre de fleurs qui aurait dû faire partie du mariage que Colette n'avait jamais eu. Finn se tenait à côté d'Easton, les mains jointes derrière le dos, essayant de garder un air solennel, bien que les coins de sa bouche ne cessent de se relever malgré lui. Colette s'avança un peu plus, les genoux lui fléchissant légèrement, son vieux sac à main toujours serré dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante, les yeux déjà en larmes. Easton la regarda, et sous les guirlandes lumineuses, ses yeux gris n'étaient plus froids comme de l'acier, mais chauds, doux, vulnérables, d'une manière que seule Colette avait jamais eu le droit de voir. « La dernière fois, dit-il d'une voix basse mais assurée, tu m'as demandé d'être ton partenaire de danse à un mariage. Ce soir, laisse-moi te demander d'être ton compagnon pour le reste de ta vie. » La pièce retint son souffle. Colette se tenait là, le bouquet blanc devant elle, les guirlandes lumineuses dansant sur ses cheveux bruns, et tout lui revint d'un coup. La nuit de noces sur la place, le rire de Finn sur la piste de danse, le jardin illuminé de guirlandes lumineuses, le dîner au bord de la rivière, la nuit orageuse dans le penthouse, le sol carrelé et froid de la salle de thérapie, la voix de Finn l'appelant « papa » devant des centaines de personnes, chaque blessure, chaque nuit solitaire, ce qui dîner composé uniquement d'eau. Tout cela l'avait conduite ici, à cet instant, debout devant l'homme que le monde appelait un parrain de la mafia, mais qu'elle appelait simplement Easton. Colette tremblait, les larmes coulant sur ses joues. Mais elle sourit, le sourire le plus radieux qu'Easton ait jamais vu. Oui, un seul mot, ça suffisait. Finn bondit, les bras levés, et cria d'une voix qui résonna dans le petit café. « J'ai un papa maintenant. J'ai un papa maintenant. » La salle explosa. Applaudissements, sifflements, rires, pleurs, tout se mélangeait. Ses collègues serraient Colette dans leurs bras. Ses amis serraient la main d'East. Finn courait en rond autour du fauteuil roulant, agitant une serviette comme il le faisait toujours. Et au milieu de tout ce doux chaos, Easton prit la main de Colette, l'attira vers lui, au secousse posa son front contre le sien, et ne dit rien du tout. Il se contenta de respirer, de rester là, de laisser la paix s'installer. Ce soir-là, après que Colette eut raccompagné Finn chez lui et que le café fut retombé dans le silence, Bishop entra dans l'appartement terrasse. Il ne frappa pas. Il n'en avait pas besoin, car il savait qu'Easton était encore éveillé. Il posa son téléphone sur la table, l'écran illuminé par un message crypté de l'avocat. Grant Mercer a été arrêté par le FBI ce soir. Blanchiment d'argent et fraude fiscale au niveau fédéral. Aucune possibilité de libération sous caution. Easton lut le message et ne dit rien. Il n'avait pas besoin de demander des détails, car il connaissait déjà chaque étape. Depuis des mois, il faisait discrètement passer des preuves par l'intermédiaire d'un avocat, via des intermédiaires impossibles à retracer, afin que le FBI puisse trouver sa propre voie vers Grant grâce à des accusations fédérales n'ayant aucun lien direct avec l'Empire Mercer. Aux yeux de la pègre, Easton gardait les mains propres. Personne ne pouvait le traiter de traître. Personne ne savait d'où venait la balle. Grant n'était pas tombé sous les balles ou à cause d'une bombe, mais à cause de la paperasse, de la loi et de la froide patience du jeune frère qu'il croyait avoir déjà détruit. Easton éteignit l'écran et contempla Manhattan. La ville scintillait derrière les parois de verre, toujours bruyante, toujours éveillée. Mais pour la première fois, il la trouva belle. Bishop se tenait immobile, attendant. « C'est fini, » dit Easton doucement. Il ne s'adressait pas à Bishop. Il se parlait à lui-même, aux 2 dernières années d'obscurité, au fauteuil roulant, à toutes ces nuits où il s'était assis seul près de la fenêtre, se demandant si la vie valait encore la peine d'être vécue. Puis il se souvint de la voix de Colette au téléphone avant qu'elle ne s'endorme.
chaleureuse, douce, teintée d'un rire discret. Il se souvint de Finn criant « J'ai un papa maintenant », et il savait ce qu'elle dirait s'il l'appelait à cet instant. Alors il le dit pour elle, dans un murmure adressé au ciel nocturne. Non, ce n'est que le début. Personne ne le savait. Personne, sauf le Dr. Wade, Bishop et Easton lui-même. Pendant des mois après cette chute sur le sol carrelé de la salle de rééducation, Easton continua de revenir. Il revenait jour après jour, semaine après semaine, dans un silence absolu. Ces séances n'avaient ni public, ni applaudissements, seulement de la sueur, le bruit des dents serrées et des jambes qui commençaient lentement à bouger d'une manière que la médecine qualifiait de progrès mineur, mais qu'Easton appelait un miracle. Son gros orteil a tressailli pour la première fois un mardi matin ordinaire. Le Dr. Wade n'a rien dit. Il s'est contenté d'acquiescer et de noter cela dans le dossier d'une écriture dont Bishop s'était assuré qu'elle ne quitterait jamais cette pièce. Puis son mollet s'est tendu, puis son genou s'est plié de quelques degrés. Puis Easton s'est tenu debout pendant seulement 3 secondes. Mais il s'est tenu debout, agrippé à la barre d'acier, le sueur coulant à flot. Et cette fois, il ne tomba pas. Il garda tout cela secret, le réservant pour un seul jour, le jour du mariage. La lumière du matin inondait les vitraux d'une petite église de la banlieue new-yorkaise, répandant des taches rouges, bleues et dorées dans l'allée, comme si le soleil lui-même voulait parsemer des fleurs. Les bancs en bois de chaque côté étaient pleins, non pas d'une foule glamour comme celle que l'on trouve à la Plaza ou à la Pierre, mais de vraies personnes. Les collègues de Colette du café, quelques vieux amis, le voisin qui gardait souvent Finn, le Dr. Wade, assis discrètement sur le dernier banc, et Bishop debout près de la porte dans un costume noir, le visage aussi froid que jamais, bien que quiconque y prêtait attention aurait vu ses doigts tapoter légèrement contre sa cuisse au rythme de la musique d'orgue. Easton était assis en bout d'allée, son fauteuil roulant placé devant l'autel, vêtu d'un costume noir avec une épingle blanche fixée à son revers. Il semblait calme, mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre, non pas de peur, mais d'anticipation. La musique s'intensifia, les portes de l'église s'ouvrirent et Colette entra. Sa robe était blanche et simple, sans longue traîne, sans pierres scintillantes, juste de la soie douce qui épousait délicatement ses formes et tombait jusqu'à ses chevilles. Pourtant, sous la lumière filtrée par les vitraux, elle était si belle qu'Easton en oublia de respirer. Ses cheveux bruns reposaient légèrement sur ses épaules et elle tenait dans ses mains un bouquet de fleurs blanches, exactement comme celui qu'il avait utilisé lorsqu'il lui avait fait sa demande de mariage au café. À ses côtés, Finn marchait solennellement, serrant fermement le petit coussin à bague, le visage s'efforçant de rester sérieux, même si ses yeux verts souriaient déjà avant sa bouche. Colette marchait lentement, pas à pas, les yeux rivés sur Easton. Et Easton la regardait la femme de la dernière table près de la porte de la cuisine, dans cette robe empruntée qui glissait sur ses épaules. La femme qui l'avait entraîné sur la piste de danse, qui s'était tenue devant lui dans le penthouse, le regard enflammé, qui s'était agenouillée sur le carrelage de la salle de thérapie et l'avait soutenu quand il s'était effondré, qui lui avait tenu la main à travers toutes les tempêtes sans jamais le lâcher. Elle s'arrêta devant lui. Le prêtre commença, mais Easton n'entendit pratiquement pas un mot. Il ne regardait que Colette et elle le regardait. Et entre eux se tenait Finn, tenant le coussin des alliances et rayonnant de joie. Leurs vœux résonnèrent sous le vieux plafond voûté. Les alliances furent échangées. Puis le prêtre prononça les mots qu'Easton attendait depuis des mois. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Easton prit une profonde inspiration. Ses mains se crispèrent sur les 2 côtés du fauteuil roulant. Puis il poussa. Ses bras déversèrent en toute leur force, son corps se redressa. Colette le vit, et ses yeux s'écarquillèrent, sa main se portant précipitamment à sa bouche. Les pieds d'Easton touchèrent le sol, tremblants, ses genoux tremblants. Centimètre par centimètre, lentement, péniblement, miraculeusement, Bishop se précipita en avant et plaça une béquille dans la main d'Easton avant même que quiconque ait pu remarquer qu'il avait bougé. Easton la serra fermement et se leva. Il se tenait vraiment debout, pas stable, pas droit, tout son corps tremblant comme une feuille dans la tempête, mais il se tenait debout. L'église se fit silencieuse. Puis Easton se pencha vers elle, une main sur la béquille, l'autre levée vers sa joue, ses doigts essuyant la larme qui roulait sur son visage, et l'embrassa doucement, lentement, en tremblant, mais avec plus de réalité que n'importe quel baiser au monde. L'église explosa. La voix de Finn transperça tous les autres sons, aigus et clairs, résonnant jusqu'au plafond voûté.
Papa debout, papa debout. Les pleurs, les applaudissements et les rires se fondirent en une sorte de symphonie qu'aucun orchestre ne pourrait jamais reproduire. Les voisins sanglotaient ouvertement. Les collègues du café s'étreignaient. Le docteur Wade était assis au dernier banc, hochant lentement la tête, les yeux rougis. Et Bishop, l'homme de 40 ans dont le visage ne trahissait jamais aucune émotion, se tourna vers la porte de l'église, ses épaules tremblant une fois, une main se levant rapidement pour essuyer son œil avant de retomber, comme si de rien n'était. Après cela, sous un ciel nocturne illuminé par les feux d'artifice, Easton se tenait debout avec sa béquille, mais se tenait bien droit, Colette à sa gauche, Finn à sa droite, et tous les trois dansèrent lentement leur première danse, tout comme lors de cette nuit de noces sur la place, quand la fille de la dernière table avait entraîné le parrain de la mafia sur la piste de danse, quand le petit garçon de 6 ans avait noué une serviette autour de son cou et s'était transformé en super-héros, quand le cri « Vroom Vroom » avait résonné dans la salle de bal. Mais cette fois, les pieds d'Easton touchèrent le sol, lents, maladroits, tremblants, mais sur le sol. « Merci » murmura Easton à l'oreille de Colette, la voix brisée, « de m'avoir aidé à me tenir debout à nouveau, pas seulement avec mes jambes, mais avec mon cœur. » Colette leva le visage vers lui, les larmes scintillant sous les feux d'artifice, arborant le sourire le plus chaleureux qu'il ait jamais vu de sa vie. « Je marcherai avec toi. Nous formerons une équipe pour toujours. » Finn leur prit les mains à tous les deux et leva les yeux, ses yeux verts brillants sous les feux d'artifice. « Notre famille est la plus cool. » Et sous ce ciel enflammé, tous les trois dansèrent lentement, maladroitement, magnifiquement, comme si le monde entier tournait autour d'eux. Certaines histoires d'amour commencent dans la perfection. Mais celle-ci a commencé avec un fauteuil roulant, une robe empruntée qui glissait sur les épaules, et un garçon de 6 ans qui criait « Ce fauteuil est le plus cool qui soit ». Cela nous rappelle que le véritable amour n'arrive pas quand tout est prêt. Il arrive quand on est assez courageux pour aller de l'avant sans rien dans les mains. Cette famille n'est pas écrite dans le sang, mais dans le choix de rester quand le monde entier s'en va. Et que se tenir debout ne signifie pas que vos pieds doivent toucher le sol. Cela signifie que votre cœur doit toucher quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque jour d'autres histoires émouvantes. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Y a-t-il eu un moment qui vous a rappelé quelqu'un de votre entourage? Nous aimerions vraiment savoir ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci d'être ici avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.